Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner sur Monaco Info en ce week-end de e-prix. Nous sommes le vendredi 2 mai et voici le sommaire de votre 19h. À la veille du lancement du Grand Prix électrique, nous avons assisté à un exercice d'extraction médicale sur la pit lane. Dans un reportage à suivre, vous découvrirez les manœuvres réalisées par les commissaires et les soldats du feu en cas d'incident sur le circuit. Nous accueillerons ensuite Paul Petit, pilote professionnel et consultant automobile pour la chaîne L'Équipe. Il nous partagera ses impressions avant de recevoir notre deuxième invitée, Julia Morali. Si son nom ne vous est pas familier, la page Facebook qu'elle a créée doit sûrement vous parler. Aide et solidarité entre les résidents de Monaco, un outil devenu indispensable pour beaucoup et qui fête cette année ses 5 ans. Nous nous intéresserons enfin à la vie de l'auteur de l'un des romans les plus lus dans le monde. Il s'agit d'Albert Camus. Une conférence autour de ses racines algériennes s'est tenue cette semaine. Monaco passe en mode e-prix cette année. Pour la première fois en principauté, l'événement accueille 2 courses sur 2 jours, samedi et dimanche. Avant le grand départ demain, Gaëtan Lebrun et Julien Logy ont assisté sur la pit lane à un exercice d'extraction médicale. En cas d'incident sur le circuit, comment les commissaires de course et les pompiers extraient-ils les pilotes? Réponse en images. À l'initiative de la FIA, des simulations de voitures accidentées sont effectuées avant chaque week-end de course depuis le lancement du championnat e-prix en 2014. À la veille du départ de la 8e édition du e-prix de Monaco, les équipes d'extraction déjà dans les starting blocks n'ont pas échappé à la tradition et ont proposé une démonstration spectaculaire des techniques d'évacuation d'un pilote de son véhicule sans lui infliger de séquelles. Sous les yeux du ministre de l'Intérieur Lionel Beffre et du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, cet exercice d'évacuation sert à protéger les conducteurs et les équipes médicales face aux dangers électriques. Les touristes, déjà nombreux pour cette 11e saison des championnats du monde de Formule E, ont assisté à l'exercice de sécurité avant le lancement des animations du village fan demain. Pour évoquer plus en détail la compétition de ce week-end, nous avons contacté le pilote professionnel et consultant automobile pour la chaîne L'Équipe, Paul Petit. Bonsoir. Bonsoir. Pour la première fois de l'histoire, il y aura 2 courses à Monaco durant le week-end. Est-ce que cela signifie 2 fois plus de spectacles ? Ah oui, tout à fait, surtout pour cette nouvelle saison, où il va y avoir des courses vraiment très différentes entre celle du samedi et celle du dimanche, notamment avec l'introduction du Pit Boost. Donc ça donne encore plus de spectacles à une catégorie qui n'en manquait déjà pas. Donc en plus à Monaco, que de rêver de mieux, ça va être un week-end absolument extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, le Pit Boost ? Alors le Pit Boost, c'est une nouvelle évolution sur les courses de Formule I. C'est tout simplement que les pilotes peuvent rentrer au stand pour recharger un petit peu d'énergie. Et ça offre en fait plein de stratégies différentes et ça anime la course. Donc l'objectif est de faire un maximum de spectacles, de créer encore quelque chose et c'est aussi une très belle avancée technologique. Donc voilà, ça va vraiment être un surplus de spectacle et ça sera pour la course du samedi. Et pour les pilotes, qu'est-ce que représente le fait de conduire ici en principauté sur le circuit le plus iconique de la planète, on peut le dire ? Ouais, clairement, Monaco, c'est clairement le e-prix ou le Grand Prix ou la compétition qu'on rêve de gagner quand on est pilote. Voilà, dans toutes les catégories dans lesquelles on a la chance de rouler quand on participe à Monaco, c'est un circuit, forcément, on a envie de briller. En plus de ça, c'est vraiment un circuit hyper intéressant quand on est pilote. Il est très challengeant quand on est au volant. C'est vrai que c'est beaucoup d'adrénaline et en plus de ça, voilà, pour tout ce que représente le Grand Prix de Monaco, maintenant même le e-prix de Monaco, c'est forcément l'une des dates qu'on coche en premier sur le calendrier. Donc il y aura le 7e et le 8e Monaco e-prix ce week-end et la course aura bien évolué depuis la première édition. On se souvient qu'au début, il fallait 2 voitures pour finir le circuit, un circuit qui était d'ailleurs 2 fois plus petit. Ouais, alors là, on roule sur le circuit F1. Donc ça, c'est super intéressant pour tous les fans de sport automobile. On a donc la chance de voir ces voitures qui embarquent une technologie complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on les voit évoluer sur le circuit de F1, le circuit le plus iconique de Monaco. Et donc, c'est toujours beaucoup de spectacles. Et les dernières saisons, ça a toujours été un e-prix magnifique. En parlant d'évolution, l'année dernière, la Formule E a présenté ici la Gentry Evo, la voiture que les pilotes ont actuellement. Quelles sont les différences majeures entre cette monoplace et celle d'avant ? Elle va beaucoup plus vite, donc elle offre forcément beaucoup plus de spectacles. Quand on évolue dans les générations, l'objectif est de la rendre de plus en plus performante. Donc elle est fiable également et on avance de plus en plus dans une technologie
qui est plus qu'avant-gardiste pour nos voitures de demain. Donc voilà, c'est l'objectif de la Formule I. Et donc voilà, c'est forcément, voilà, comme je le dis, beaucoup plus de spectacle parce que les voitures vont encore plus vite. Et l'apparition du pit boost rend les courses encore plus spectaculaires. Donc cette année, c'est encore une course différente que la saison précédente. Et je pense que, comme on peut le voir depuis le début de l'année, c'est à chaque fois avec beaucoup plus de spectacle. Autre raison pour laquelle la Formule E plaît, les voitures sont plus petites, ce qui facilite les déplacements, il y a donc plus de suspense. Oui, tout à fait, il est plus facile de doubler. C'est ce qu'on voit, il est difficile aujourd'hui en Formule 1 avec ces nouvelles voitures de doubler. Le Grand Prix de Monaco est toujours spectaculaire, mais il est vrai que des fois on est un petit peu frustré devant la Formule 1 parce que les pilotes ont de plus en plus de mal à se doubler parce que les voitures ont des gros gabarits. En Formule I, on a vraiment souhaité essayer de s'adapter à cette problématique. On sait que c'est des voitures qui roulent généralement sur des circuits urbains. Donc elles sont vraiment destinées à pouvoir se doubler dans ces conditions-là. Et cette Gen 3, effectivement, répond de plus en plus à cette condition de course. Dernière question, un mot sur le futur podium. Qui voyez-vous vainqueur? Tous les regards sont actuellement tournés vers Oliver Rowland qui domine le classement avec 69 points. Je pense qu'Oliver Rowland va être un gros client. Moi, je pense surtout en étant chauvin parce que je le connais très bien. C'était mon coéquipier Norman Nato, qui était résident monégasque et qui est un pilote français qui connaît très bien Monaco. Il a gagné régulièrement quand il roule à Monaco. Il est très à l'aise là-bas. Je vois bien Jean-Éric Vergne aussi, sans être chauvin. C'est un pilote français qui a toujours été très rapide à Monaco. Et également Stoffel Van Dorn, le pilote Maserati, qui est lui aussi résident monégasque. Donc on a pas mal de pilotes qui jouent au domicile. Et voilà. Mais je pense qu'au niveau de nos pilotes français, on a des très bons clients ce week-end pour briller dans les rues de la Principauté. Merci beaucoup Paul Petit d'avoir été sur notre antenne. Avec plaisir, merci à vous. Les représentants du championnat du monde de Formule E ont décidé de soutenir l'association monégasque Chicane-Icane. C'est la tradition. Dans chaque ville hôte, un chèque est remis à une organisation. Ainsi, 25 000 € ont été reversés pour lutter contre les inégalités de genre. À cette occasion, une table ronde a été organisée ce vendredi matin, non loin du circuit, dans la collection de voitures du Prince. Fabien Bonilla et Julien Logier se sont rendus sur place. 70 élèves de 3e et de 2e de différents établissements de la Principauté ont assisté à une table ronde ce vendredi. Le maître de cérémonie, l'ancien pilote de F1, David Coulthard. Autour de lui, des personnalités féminines du monde automobile. David Coulthard est très impliqué dans le développement du sport auto féminin par le biais de l'association More Than Equal, dont le but ultime est de voir dans l'avenir des femmes intégrer le Grand Prix de Formule 1. From the family experience I had, my younger sister, Lindsay, who sadly died 10 years ago, but in her memory, I want to really put a spotlight on the fact that although I ended up being a Formula One driver, my sister was also racing go-karts at a very good level, but the family could only support one. And I, as the elder brother, got the support and she didn't. But I think it's important that all the young girls out there and the women that are in motorsport realise that there is no boundary to them competing at the highest level in motor racing. Cette table ronde a été organisée en marge du IPRI. Il faut savoir que la Formule E fait un don dans chaque ville hôte de la saison. L'association Chicane-Icane a reçu 25 000 €. Cette association monégasque a pour objectif de lutter contre les inégalités de genre, de sensibiliser, de mettre fin à la précarité menstruelle par le biais du projet Monarègle. La précarité menstruelle, c'est la difficulté d'avoir accès à des protections périodiques à cause de leur coût. Donc on sait que par exemple en Angleterre, il y a une fille sur 10 qui ne va pas à l'école pendant ses règles parce qu'elle n'a pas accès à des protections périodiques. Bien évidemment, à Monaco, la précarité menstruelle n'est peut-être pas la problématique principale. La plupart des personnes peuvent avoir accès à ces protections, quoique il y a beaucoup de travailleurs aussi qui viennent à Monaco tous les jours. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup d'entreprises s'engagent à les fournir gratuitement. Mais ça va plus loin que la précarité menstruelle. En fait, ça va vers l'égalité menstruelle plutôt. Notre objectif est assez simple, c'est de faire de l'égalité des genres une réalité simplement, de briser les stéréotypes afin d'encourager tous les individus à réaliser leur plein potentiel. On a beaucoup d'activités en Principauté, que ce soit notre événement Girl Boss avec l'association des femmes chefs d'entreprise, que ce soit nos actions contre les violences conjugales avec Fight AIDS Monaco, et aussi bien sûr Monarègle, qui vise à faire de Monaco le premier pays qui fournira des protections périodiques gratuitement dans tous les établissements publics, dans toutes les écoles, et c'est déjà le cas dans tous les collèges et tous les lycées, ainsi qu'en entreprise. La fondatrice de Chicane-Icane a ainsi sensibilisé les élèves présents et grâce à ce don de 25 000 €, l'association pourra apporter son soutien à plus de 400 jeunes ainsi qu'à 1000 personnes supplémentaires via des contenus de sensibilisation. Le financement permettra également à Chicane-Icane de dispenser des ateliers à tous les élèves de 4e de Monaco pendant la prochaine année scolaire.
Notez que la première course aura lieu demain à 15h et la seconde dimanche à la même heure. Des courses que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info, tout comme les essais libres dès 7h30 ce samedi, suivis des quarts de finale, de la demi-finale et de la finale dès 11h25. Des épreuves déterminantes pour composer la grille de départ du e-prix. Plus tard, ne manquez pas le récap de la journée dans les experts à 19h30. En football, l'AS Monaco entame son sprint final avec une équation simple. 3 matchs pour aller décrocher une qualification en Ligue des Champions. Première étape demain soir avec un déplacement à Saint-Etienne, une équipe qui lutte pour sa survie avant-dernière de Ligue 1. Je vous propose d'écouter l'attaquant Mika Biret et le coach Adi Hutter en conférence d'avant-match. There's been pressure on us from the beginning of the season to get Champions League and you know we've had a few stumbles along the way, but I think it's pretty clear that now we still have things in our own hands. We have 3 games left and we're going to try win all 3 games to get in Champions League, and I think pressure can be felt at all periods of the season, but a little bit more these last 3 games. But I think the players we have, the staff around us, we're more than equipped to deal with this, and we'll be going into these 3 games hoping for 3 wins. We were not satisfied with the result. Also for the first half, how we played. It's not that what we want to see. Second half, okay, they did everything, but in the end, it was too less. And we need another appearance here in Saint-Etienne for sure. Now there is a final sprint, last 100-meter sprint, last final meters. It's similar than a 100-meter sprints. We talk about every point. We talk about every goal. It can be decisive for the goal difference. It's really a final sprint for lots of teams in Liga. And like you say, I think that yes, I am one of the people that help score the goals in the team, but it comes down to 11 players on the pitch, so it's all of us together, and we're going to try our hardest. And if you tell me now I don't score any more goals, but we qualify for Champions League, I take this. So it's not all about me and not all about my goals. I think it's a collective effort, and I think if all players are on the same page, then we win these 3 games and play really well. C'est en tout cas ce qu'on espère, que les Rouges et Blancs remportent ces 3 matchs. En ce qui concerne la rencontre de demain, le coup d'envoi sera donné à 21h05. Comment améliorer sa compétitivité dans un monde toujours plus concurrentiel? Les chefs d'entreprise monégasques étaient conviés par le Monaco Economic Board cette semaine afin de percer les secrets des accords de libre-échange et des règles d'origine. 2 intervenants les ont accueillis au sein de Monacotech lors de cette conférence à laquelle ont assisté Léa Dutrouille et Lionel Bernardi. Définition clé, statut d'exportateur agréé ou enregistré. Exemple concret, pendant 1 heure, les intervenants ont livré une boîte à outils précieuse pour éviter erreur de déclaration ou coûts inutiles à l'international. L'enjeu de la conférence, c'est de toujours tisser, entretenir le lien avec les entreprises monégasques, leur rappeler que Monaco bénéficie d'un bureau de douane et d'une brigade. Et rappeler qu'on travaille en partenariat étroit avec le MEB sur tout ce qui est formalité à l'international. Et puis leur dire surtout qu'ils n'hésitent pas à utiliser effectivement nos services pour avoir l'accompagnement, pour les aider dans leur développement à l'international. Un enjeu de compétitivité majeur, en particulier pour les start-up et PME de la région qui souhaitent exporter sans se perdre dans la complexité douanière. Ça permet pour le client à l'importation dans son pays de ne pas payer de droits de douane en général sur les marchandises. Donc c'est un argument commercial et un outil pour la compétitivité des entreprises européennes et monégasques bien entendu. Les accords de libre-échange ne s'appliquent pas de manière automatique pour une entreprise. Il faut solliciter cet accord à l'importation dans un pays partenaire. Et il s'avère aujourd'hui que les accords de l'Union européenne en général sont utilisés à 80% dans les flux entre l'UE et les pays partenaires. Donc il y a 20% de ces flux qui ne sollicitent pas ces accords et ne bénéficient pas des réductions tarifaires auxquelles ils pourraient prétendre. Leur mission, expliquer comment optimiser les exportations en bénéficiant des accords commerciaux de l'Union européenne. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté de Monacotech de préparer les entrepreneurs aux réalités du marché mondial. Il est devenu un outil indispensable pour celles et ceux qui font vivre la principauté. Le groupe Facebook Aide et Solidarité entre les résidents de Monaco fête ses 5 ans. Créé pendant la crise sanitaire pour sortir de l'isolement, il permet aujourd'hui de solutionner de nombreux problèmes. Nous accueillons tout de suite sa fondatrice. Bonsoir Julia Morali. Julia Morali, bonsoir. Bonsoir Sarah. Comment est né ce groupe? C'était en pleine pandémie de Covid-19, je crois. Exactement. On s'est retrouvés début du Covid, début du premier confinement.
Et on s'est douté qu'on allait être enfermés chez nous un peu seuls. J'ai pris mon expérience personnelle en disant que si jamais il arrivait quelque chose à ma famille, je ne connaissais pas mes voisins, sachant que dans beaucoup de cas, personne n'a la famille aux alentours. Et de fil en aiguille, j'ai créé un espèce de groupe d'entraide sur Facebook qui était à la base destiné à mes amis. Et de fil en aiguille, le groupe a pris en boule de neige et s'est développé avec ses résidents, les non-résidents, les monégasques bien évidemment. Et donc on a commencé comme ça en fait. Vous ne vous attendiez pas à un tel succès au départ ? Absolument pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réel besoin de communiquer, de s'entraider par rapport à cette situation qui était un peu ubuesque et anormale en fait. Et au fur et à mesure, les gens se sont parlés, virtuellement évidemment, puisque de toute façon, on était tous un peu enfermés dans notre appartement, dans nos maisons, etc. Et ça a fait vraiment boule de neige. Il y a eu un réel besoin de communiquer, d'interagir en fait, tout simplement. Et sur quoi portaient les échanges à ce moment-là ? Alors, on a eu un peu de tout. Disons qu'on a eu des situations où il a fallu apporter une dame qui avait ses séances de chimiothérapie annulées en dernière minute. Et en 5 minutes, 5 minutes après le poste, il s'est passé que les taxis se sont mobilisés et l'ont amené 2 ou 3 fois gratuitement. On a eu d'autres choses avec une dame âgée de 80 ans dont les volets étaient fermés. Enfin, j'en aurais énormément à vous énumérer, mais je considère que c'était un peu le passé et c'est vrai qu'on n'a pas spécialement envie de se remémorer ce genre de souvenirs. On se dit, mais est-ce qu'on a vraiment vécu ça en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, donc après la crise, quel est l'objectif du groupe ? Alors, après la crise, justement, il y a eu un réel besoin d'entraide et les membres n'ont pas arrêté de croître. À savoir que depuis 5 ans, désormais, on est à quasiment 20 000 membres. On a commencé à quasiment 20 personnes. Donc, il y a un réel besoin de communiquer, de relayer l'information, de s'entraider, d'avoir un peu le pouls de Monaco, d'avoir des informations en temps réel. C'est un hub, en fait, si vous voulez, de communication et d'information entre membres et avec d'autres sources d'information. Il permet de solutionner de nombreux problèmes, vous l'avez évoqué. Est-ce que Absolument. Vous avez quelques exemples à nous partager, des anecdotes aussi, peut-être plus joyeuses ? Absolument. Par exemple, un exemple récent, le séisme, je crois qu'il s'est passé à 22h17, enfin je n'ai pas l'heure exacte, mais dans la seconde qui a suivi, j'ai eu peut-être 10 à 15 posts qui me parlaient, attention, ça a secoué, etc. Après, les informations officielles sont arrivées, mais pour vous dire qu'il y a eu un réel besoin de communiquer, de savoir ce qui se passait, et vraiment, au quotidien, j'entends autour de moi que les membres en ont besoin et il y a une réelle interaction en fait, tout simplement. Et de traiter tous ces posts, ces commentaires, c'est un travail qui est colossal. Vous êtes seule à gérer ce groupe ou vous êtes accompagnée ? Alors absolument, je suis la seule administratrice et modératrice. Il est vrai que ça prend du temps, je ne vais pas vous le cacher, mais je me sens un peu responsable parce que ce groupe Facebook, c'est quelque chose que j'ai créé, c'est quelque chose que j'ai entretenu et c'est quelque chose apparemment qui a créé un besoin. Donc ce besoin-là, je me vois pas l'arrêter et surtout, c'est vrai que je passe du temps à accepter les membres, à accepter les posts, etc. Mais en même temps, ça vaut le coup puisqu'il y a une réelle reconnaissance de la part de tous ses membres. Et est-ce que le groupe a vocation à évoluer ? Quel est votre souhait à vous pour la suite ? Alors justement, l'idée, ça serait peut-être d'encadrer un peu plus tout ça, d'avoir un outil un peu plus structuré, etc. Quel format ? Je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que je me sens un peu, comme je vous ai dit, un peu responsable. Et demain, je dois partir de Monaco pour X raisons, on ne sait jamais. Hein. Quid de ce groupe où il y avait un réel besoin de toutes ces informations et de toute cette entraide et solidarité surtout. Donc, migrer peut-être vers un outil numérique 2.0 avec plaisir. J'y réfléchis. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup Julia Morali d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, je voulais remercier vraiment tous les membres qui sont actifs sur ce groupe-là et qui doivent certainement aussi nous regarder et tous les nouveaux membres qui sont les bienvenus sur ce groupe Facebook. Merci beaucoup Sarah, merci à vous.
Si vous l'avez manqué, voici ce qu'il fallait retenir de cette conférence lundi dernier au Théâtre des Variétés. L'Ordre national du mérite et l'Union de la presse francophone ont invité l'universitaire français, écrivain, biographe et historien de l'art Alain Vircondelet pour nous éclairer sur la vie du grand Albert Camus. Les deux hommes ont un point commun, celui d'être un enfant d'Alger. Le conférencier est au micro de Léa Dutrouille. Je capte Camus parce que je suis moi aussi un pied noir comme lui. Et donc j'entends ce qu'il dit. Il y a une sorte comme ça de résonance entre son texte et ce que moi j'ai vécu de cette histoire et de cet exil. C'est justement parce que Camus était pied noir et que Camus était un Français d'Algérie qu'il avait compris des choses que la propagande ou même l'analyse politique, idéologique pouvait prétendre. Il n'était pas du tout sur le même registre. Donc il y a eu ce qu'il appellera, et c'est pourquoi mon deuxième livre, je l'ai appelé Camus et la guerre d'Algérie, histoire d'un malentendu. C'est un malentendu. La position est très ambiguë. C'est une position qu'on ne lui a pas pardonnée à Paris, évidemment. D'où à la fois l'angoisse, le désespoir, et puis aussi quelque part, je pense, l'envie de mourir. Albert Camus s'éteindra à la suite d'un accident de voiture en 1960 à l'âge de 46 ans, soit 2 ans après la réception de son prix Nobel de littérature. Un rendez-vous caritatif à présent. Vendredi prochain, le 9 mai, le Passio Palace se transformera en un lieu de solidarité et de célébration à l'occasion du Passio Palace Charity Event, une soirée caritative organisée au profit de Special Olympics Monaco. Au programme, un dîner, des performances artistiques, un live show et une vente aux enchères. Et si cet événement marquera le point d'orgue de la mobilisation, la collecte de fonds se poursuivra jusqu'au 9 juin. Pour rappel, les précédentes contributions ont notamment permis de financer la participation des jeunes athlètes en situation de handicap mental à différentes compétitions sportives. Autre temps fort du calendrier monégasque, le festival de télévision de Monte-Carlo a annoncé que le comédien Pierre Arditi recevra la prestigieuse Nymphe de Cristal lors de la 64e édition qui s'ouvrira le 13 juin prochain. L'actrice, réalisatrice et productrice américaine Robin Wright sera également mise à l'honneur avec la remise de cette même distinction qui salue la longévité exceptionnelle de ses récipiendaires. C'est la fin de cette édition. Pour la clôturer, les photos de Manuel Vitali de l'avant-première des Anges Gardiens de Monaco, à laquelle le prince Albert II a assisté mercredi au Grimaldi Forum aux côtés de plusieurs centaines de commissaires de piste à l'honneur dans ce documentaire écrit par Yann Ottoni Nogues. Il sera diffusé sur notre antenne le 24 mai à 21h et le 25 mai à 13h. Dans un instant, votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc, suivi de votre après-JT. Un long format exceptionnel ce vendredi sur la transformation de la ville en circuit à la veille de la première course électrique. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur le temps de demain. Dans la matinée, le ciel devrait être couvert avec quelques nuages qui devront laisser place au soleil dans l'après-midi. Côté température, elles seront tout de même agréables avec 19 degrés dès le matin, 20 degrés dans l'après-midi et demain nous souhaiterons une très belle fête à tous les Philippes. Ce sera la journée mondiale de la liberté de la presse, un jour spécial pour rappeler l'importance de la liberté d'expression dans le monde. Aujourd'hui, plusieurs journalistes risquent leur vie ou la prison pour informer certaines populations. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.